assez sombre. Alors Strictly Criminal, pardon, c'est avec Johnny Depp, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Sur un mafieux, pareil, le film était bon. Hostile, le western. Affamé, pardon, le film fantastique. The Pale Blue Eye. Alors ça c'est avec Christian Bale, ouais. Donc ça c'est un film Netflix, une enquête. Ouais, c'est ça. C'était une enquête qui était pas mal aussi. Pas forcément son meilleur film, mais pas mal. Et là, alors, peut-être que je suis devenu plus cool avec les biopics, mais je trouvais que c'était un bon biopic. Bon, je vous rappelle pas le synopsis parce que là, c'est assez simple, hein. C'est Springsteen, jeune, son ascension. Et le fait, ce qui est intéressant, c'est. Bon, après, c'est toujours facile, mais ce qui est intéressant, c'est le fait qu'il veuille absolument faire ses musiques en suivant pas en fait le côté un peu populaire de ce qu'on attend de lui. Et le personnage est montré comme un personnage pas forcément, enfin pas ce qu'on a l'habitude de voir, quoi, pas populaire, enfin pas extravagant, pas, y a rien de, y a rien d'incroyable en fait dans ce qui se passe. Plutôt, l'ambiance est plutôt feutrée, donc assez conforme au réalisateur. Et ce qui est intéressant, ouais, c'est ce parcours un peu classique de musicien, avec des conflits avec son père, le fait qu'il soit assez absent avec les femmes, le fait que voilà, bon, il se traîne, ouais, on a l'impression de voir un mec qui se traîne avec sa guitare, qui voilà fait de la musique, voilà par défaut, qui sait pas trop comment gérer sa popularité. Bon, tout ce que je suis en train de dire, ça paraît un peu convenu, mais je trouve que ouais, c'est plutôt pas mal dans l'idée. Plutôt une bonne biographie, je conseille. Ça en fait pas des caisses comme très souvent, ça joue pas le pathos. Voilà, c'est le personnage tel qu'on pourrait se l'imaginer. Ensuite, on a Exit 8. Donc là, c'est adapté d'un jeu japonais. C'est un homme piégé dans un couloir de métro qui cherche la sortie numéro 8. Pour la trouver, il faut traquer les anomalies. S'il en voit une, il fait demi-tour. S'il n'en voit aucune, il continue. Mais s'il se trompe, il est renvoyé à son point de départ. Parviendra-t-il à sortir de ce couloir sans fin? Alors c'est toujours pareil, les films adaptés des jeux, globalement ça reste quand même plutôt mauvais. J'aurai l'occasion de parler d'une autre adaptation de jeu plus tard, la suite de Silent Hill. Et Silent Hill, c'est peut-être une des meilleures adaptations, mais qui, d'une certaine manière, trouve ses limites dans son scénario de jeu. Et là, on est un peu pareil. Alors le film est bien, il suit bien. C'est vraiment les jeux à concept, puisqu'il y en a beaucoup de ce genre de jeux. C'est-à-dire qu'en gros, vous avancez dans une pièce, et si vous voyez quelque chose de bizarre, vous retournez en arrière. Si tout va bien, vous avancez pour passer à la suite, ce qui vous permet d'avancer de niveau en niveau. Et si vous vous trompez, vous redémarrez au début. Alors après, il y a des checkpoints qui vous permettent justement de ne pas repartir tout au début. Mais en tous les cas, l'idée c'est d'observer au maximum pour arriver en fait à votre objectif. Et là en fait, le film, c'est Un jour sans fin. C'est vrai que c'est toujours pareil, le film avec Bill Murray ou le film avec Tom Cruise qui s'appelle, mince, c'est fou, j'oublie les noms des films, pourtant c'est un très très bon film. Edge of Tomorrow. Et on est vraiment dans des concepts de jeu, enfin de narration de film et de jeu, en fait ça se mêle entre les deux. Et c'est là où ça fonctionne le
c'est-à-dire que le fait de mourir ou de perdre et de recommencer quelque chose, tout en ayant conscience, pardon. C'est à la fois un scénario de jeu et à la fois un scénario de film, parce que ça permet de faire évoluer le personnage. Et donc là, l'idée, là où ça se développe plus longuement que le jeu, c'est qu'en fait, contrairement au jeu, il n'y a pas un seul personnage qui avance dans les couloirs du métro, mais il y en a plusieurs. Et finalement, chacun, c'est un peu une sorte d'allégorie, c'est-à-dire que chaque PNJ, donc chaque personnage scripté, est en fait une vraie personne qui cherche à s'en sortir, mais qui se retrouve bloqué en fait dans une zone. C'est vrai que le métro, c'est le cliché en fait de la personne qui n'a plus son libre arbitre et qui est obligée en fait de courir dans tous les sens dans des couloirs pour aller au travail. Et donc quelque part, ce film symbolise tout ça, c'est-à-dire ce côté répétitif, le fait d'essayer de se sortir d'une situation. Il y a un côté, voilà, c'est symbolique. Et j'ai trouvé que c'était plutôt un bon film. Alors, il y a quelques longueurs, quelques répétitions. Je suis pas forcément fan du multi-personnage. Ce que ça permet. Enfin, je trouve que c'est un peu une facilité. C'est-à-dire que le personnage principal, en fait, c'est lui qu'on suit dès le départ. Et au début, en fait, enfin, même pendant un bon moment, on a l'impression que lui est tout seul dans le jeu. Et puis en fait, au fur et à mesure que ça se répète, au bout d'un moment, en fait, la narration se casse pour aller sur un autre personnage. Comme si d'une certaine manière le film disait bah ouais, on peut pas faire un film en fait sur un seul personnage, ça pourra pas tenir la route. Donc on est obligé en fait de switcher. Et ça switch comme ça plusieurs fois pour arriver à créer en fait le film en tant que tel. Malgré tout, je trouve que bah, on arrive à nous intéresser avec un concept quand même de jeu, c'est-à-dire que on se prend pas nous au jeu de contrôler chaque partie du couloir. La narration est très bien faite hein, dans le personnage quand il répète en fait chaque zone qu'il a déjà vue, être sûr que tout se passe bien. Après, il y a des choses qui sont peut-être un peu faciles. Les réminiscences du personnage principal, avec les hallucinations qui sont là pour le tromper, qu'on voit, qui sont des hallucinations, de toute façon, il y a aucun doute. Il y a des personnages qui débarquent comme ça sans prévenir, donc on sait que c'est des faux personnages. Mais en fait, le personnage principal, lui, il croit à fond. Et donc ça, c'est vrai que ça fait un peu sortir de l'intrigue parce qu'il se laisse avoir. Et donc on sait qu'en se laissant avoir, bah du coup, il retourne au début. Donc, voilà, mais j'ai bien aimé en tous les cas le côté, forcément le fait que ce soit le métro. Et donc c'est vrai que c'est marrant parce que
concept est quand même très étrange, parce que Anaconda c'est quand même un gros nanar des années 90 qui a eu des suites en direct ou vidéo. Enfin, il y a une suite au cinéma et deux suites direct ou vidéo, et notamment David Hasselhoff en méchant. Et des effets spéciaux complètement moches. Je crois qu'ils ont fait même un crossover entre Anaconda et puis Lake Placid, qui était aussi assez dégueulasse. J'ai vu quelques images, mais c'est vraiment très très moche, très très nul. Et donc là, le fait de voir une comédie avec Paul Rudd et Jack Black sur
Xavier Dolan, voilà. Je dois chercher son nom, le réalisateur canadien. J'allais dire hongkongais, rien à voir. Réalisateur canadien, Xavier Dolan, qui joue bien son personnage. Alors le film est quand même globalement assez lent, donc faut se faire au rythme. Mais c'est pas mal, je trouve ça intéressant. En fait, je suis toujours passionné par les entreprises complètement pharaoniques qui demandent énormément d'argent et qui tiennent des batailles d'ego alors qu'on est sur de l'argent en fait dépensé à tort et travers. Et ouais, je trouve ça. C'est vrai que je suis toujours partagé en fait. Parce que j'aime beaucoup les lieux historiques, les œuvres d'art, tout ça. Mais en même temps, des fois, je me dis, en entretien, en mise en place, en construction, c'est monstrueux, ça demande certainement énormément d'argent. Et il y a un côté très pragmatique où je me dis, mais comment, comment on met ça en place, quoi? Comment on se dit, tiens, je vais dépenser des millions ou des milliards à faire un grand cube en plein milieu de nulle part. Enfin, pas de nulle part, parce que là, c'est à Paris, mais en plein milieu de tout. Et voilà, juste comme ça. Donc je suis assez admiratif de ce genre de truc. Et ça me fait penser au Brutaliste, mon film récent dans le même genre. Donc voilà, après le film ouais, reste assez ennuyeux parce que c'est vraiment des tractations entre tous. Et on a compris le principe assez rapidement, c'est-à-dire que l'architecte danois a ses idées et puis ensuite il va se confronter à différentes personnes qui vont intervenir, qui vont lui dire que certaines choses sont pas possibles. Et il va absolument vouloir maintenir ce qu'il veut faire. Donc voilà, j'avoue que je suis assez admiratif de ce genre de folie. Ouais, tout simplement de folie en fait qu'on met en place et l'ego des gens, de l'architecte hein, forcément, qui a un ego surdimensionné, qui pense que son œuvre ne peut pas être touchée. Et puis l'ego des gens qui veulent mener ça en place pour mettre ça en place pour faire un coup de com en fait. Donc voilà, ça reste intéressant de ce point de vue. Puis en plus c'était une histoire que je connaissais pas, donc c'était pas mal, vraiment pas mal. Alors ensuite donc on a La femme de ménage avec Sydney Sweeney et, et Amanda Seyfried, donc adapté d'un bouquin. Alors je dis tout de suite, je ne connais pas ce bouquin et j'ai vu qu'il y en avait plusieurs en plus, donc roman à succès. Alors au synopsis, en quête d'un nouveau départ, Millie accepte un poste de femme de ménage à demeure chez Nina et Andrew Winchester, un couple aussi riche qu'énigmatique. Ce qui s'annonce comme l'emploi idéal se transforme rapidement en un jeu dangereux, mêlant séduction, secret, manipulation. Bon, voilà. Alors le synopsis, comme d'habitude, dit un peu tout et en même temps rien, mais il dit beaucoup de choses. Alors le film fait plus de 2 heures et je vous cache pas que c'était vraiment pas un bon film. Et je rapprocherais en fait ce film à 50 nuances degrés dans le même genre, c'est-à-dire le genre de bouquin qu'on adapte au cinéma, qui sont globalement assez mauvais. J'avais même commencé à lire le livre 50 nuances degrés, j'avais même failli en faire une lecture sur la chaîne, mais je l'ai arrêté parce que c'est assez vide. Et là le film en fait, c'est vraiment, c'est marrant parce que ça m'a fait vraiment penser à ces petits thrillers. Je sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu ces thrillers-là qui passaient samedi soir à 22h30, 23h. Thrillers un peu érotiques, un peu où souvent c'était des traditions entre mari et femme, avec l'amante, le machin, le truc. Et là c'est exactement ça, c'est-à-dire que le film, c'est vraiment une histoire mi-érotique, mi-violente, mi-thriller, où il y a un peu de tout dedans. Mais sauf qu'en fait ça dure plus de 2 heures, alors que ça pourrait être torché en 1 heure et demie. Parce qu'en fait, le film est vraiment pas subtil pour un sou. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de montée en pression. Très rapidement, en fait, la femme de ménage est embauchée dans une famille très très riche. Et très vite, en fait, la femme va être odieuse avec elle. Mais vraiment tout de suite, quoi. Elle va piquer des crises de nerfs,
elle va lui mentir, elle va la mettre en porte-à-faux, enfin ça va être atroce. Et à côté de ça, son mari va être délicieux, génial, en plus il est beau gosse, tout ça. Et donc, bah, je veux dire, quiconque a déjà vu le moindre thriller de sa vie comprend très bien que la femme hystérique et le mari génial, forcément il y a un truc qui va pas. Sauf que le film, lui, va prendre tout son temps à, à vraiment dévoiler en fait son intrigue. Et donc vous nous dévoilez que le mari est super gentil et pas super gentil, et que la femme hystérique n'est pas si hystérique. Et vraiment, on a vraiment, enfin j'ai vraiment l'impression d'assister à un 50 nuances degrés, c'est-à-dire que le pitch est très simple, les dialogues sont insipides, le- le- les péripéties sont vraiment sans intérêt, et ça repose vraiment sur rien, quoi. C'est-à-dire que même le... Déjà, faut vraiment scoltiner la première heure qui est d'une longueur pas possible. Et même quand il y a la révélation, du coup, que le mari est pas si gentil que ça, tout ce qui se passe derrière, en fait, c'est du cliché. C'est vraiment de... C'est vraiment ultra basique. Alors que je comprends hein, le côté girl power, voilà, on va s'affranchir des hommes. Mais il n'y a même pas ce côté revanchard un peu hardcore, quoi. C'est... bon, il y a deux, trois trucs où le mec se retire une dent ou ce genre de choses, mais il y a un côté vraiment très lisse, quoi. Tout du long, c'est vraiment très lisse, quoi. Pas méchant, pas suffisamment méchant pour être convaincant. Et vraiment, comme je le dis, ça dure plus de 2 heures, quoi. Donc, quand on a un scénario aussi basique que ça, faut amener d'autres choses que juste, oh mon dieu, le mec gentil est pas gentil. Oui, d'accord, ok. Et après, ah bah si, il est vraiment pas gentil, hein. Et donc il y a plein de flashbacks pour nous expliquer par A plus B que vraiment il est pas gentil et il est vraiment pas gentil du tout. Bon, voilà, si ça vous convient, pourquoi pas, mais j'avoue que pour moi c'est vraiment un très très mauvais film. Bon voilà, ça aura son succès, apparemment ça a bien marché, un peu comme 50 nuances degrés quoi, le thriller. Enfin, en tout cas l'histoire, vue et revue 50 000 fois, avec un peu d'érotisme, un peu de suspense, et puis voilà, ça fait l'affaire, mais ça aurait duré 1 heure et demie, je me serais dit, bon voilà, au moins ça passe vite. Et puis ça aurait été un peu fou, un peu, voilà. Mais là, ça reste quand même très très propre, très très sage. Alors c'est réalisé par Paul Feig. C'est assez marrant, parce que c'est un réalisateur en fait qui a fait beaucoup de comédies, un peu trash sur les bords. Alors attends, je vais vous dire ce qu'il a fait. Ah oui, c'est vrai qu'il avait fait L'ombre d'Emily, qui était déjà un film d'une lourdeur pas possible. Mais ouais, au départ, il avait fait beaucoup de comédies en fait. Pas si mal, hein. Après je suis pas fan du style Paul Feig. Mais au moins il a apporté quelque chose dans la comédie, on va dire.